En fait, Twitter, c'est de la merde. Twitter, c'est le McDo. Twitter, c'est le McDo. Tu sais que c'est de la merde, mais des fois, comment c'est kiffant d'en manger un. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview carrée de Bouscapé, l'entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Aujourd'hui, dans le fauteuil juste en face de moi et pas dans une chaise pliante pour une fois, on reçoit Attic, on va parler de plein de choses avec lui évidemment, et tout de suite on commence avec son actu. Salut Attic. Salut Raphaël. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, on est ravis de te recevoir ici chez Bouscapé pour cette interview carrée. Merci pour l'invite. On te reçoit parce que tu viens de sortir Chaise Pliante 2, 6 mois après la sortie de Chaise Pliante 1 plus ou moins, puisque c'était en C'est ça à peu près. Hein. août-septembre 2019. Ouais. Est-ce que tu as pris le temps, parce que là on est dans un temps finalement très court entre la sortie de ces deux projets, est-ce que tu as pris le temps de digérer le premier, de comprendre ce que tu aimais sur ce premier long format, ce sur quoi tu pouvais travailler pour peut-être améliorer aussi ta musique, prendre des directions différentes? Est-ce que voilà, tu as pris le temps de digérer, d'analyser un petit peu cette première mixtape? Le temps était assez court et pourtant il m'a largement suffi pour bien cerner les points forts et les points un peu moins forts, pour pas parler points faibles, mais les points un peu moins forts de Chaise Pliante 1. Et après, il faut savoir que la deuxième mixtape, donc Chaise Pliante 2, celle qui sort là, je l'ai déjà travaillée avant de sortir le 1 en fait. Je commence déjà à travailler la 2 avant de sortir le 1. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la mixtape Chaise Pliante 1, elle est bouclée en gros quasiment entièrement avant que je rentre en tournage pour la série validée. Ok. Donc ça veut dire que je rentre en mai. Fin avril, la mixtape elle est bouclée quasiment entièrement. Et du coup, tout le temps où je fais mon tournage de la série, c'est pour faire des tout petits ajustements sur la première mixtape, mais aussi parce que moi les ajustements ça me fait chier, donc j'ai besoin de faire des nouveaux sons tout le temps. Bien sûr. Et c'était aussi un sas de décompression quand je tournais, de pouvoir me dire je vais aller au studio et je vais revenir à ce que je sais faire le mieux, tu vois. Adieu mon amour et Billet de 5. Adieu mon amour qui est vraiment pour moi mon titre préféré du projet pour l'instant. Il a été fait dans toute cette période-là, cet été en fait. Oui, c'était très court, mais franchement j'ai grave eu le temps, parce que même l'autre projet, du coup, je l'ai beaucoup écouté. Donc c'est-à-dire que avant même qu'il sorte, je savais un peu quels sons étaient les plus intéressants, ce sur quoi j'avais envie d'aller et tout, tu vois. Tu parlais du fait que tu as aussi enregistré donc, pendant le tournage de la série validée. Est-ce que tu penses que l'énergie justement de tournage de cette série, ça a pu t'influencer ou ça a pu t'amener dans des énergies ou des directions un peu différentes? Alors, c'est pas l'énergie de la série qui m'a amené où que ce soit dans ma musique. Par contre, c'est tout ce que ça crée autour. C'est-à-dire que de la même manière que je pouvais faire certains types de sons quand je travaillais dans un hôtel et que j'allais en studio en sortant de mes nuits d'hôtel de 7h à midi et tu dis mais c'est quel genre de life? Et il rentre, il dort 4 heures et il repart au studio et truc. En fait, l'état de tension et de nervosité et de fatigue créé par un rythme de travail effréné sur le tournage de la série fait que des fois, c'est là que tu arrives à aller le plus au fond de toi-même. Je suis convaincu que un son comme Adieu mon amour, qui est vraiment là, il va chercher loin, c'est sûrement grâce à la série, parce que j'étais ultra fatigué et sous tension et qu'il y avait plein de choses que je vivais autour mais que je pouvais même pas gérer parce que j'étais dans la série vraiment, tu vois. T'es en pleine ébullition constamment quoi. Tu vois, et donc du coup, je pense que tout ça fait que tu arrives à sortir des sons cool, tu vois. Adieu mon amour, ça n'est fini de nous. Je vois ton regard vitre de l'autre côté de la vitre. Adieu mon amour. Sur Chaise Pliante 2, tu continues à travailler avec Medellin, qui était déjà très présent sur la première du nom. Ouais. C'est important pour toi de continuer à développer un univers musical avec ce producteur en particulier? En fait, le truc, c'est que on travaille de manière ultra facile ensemble et j'ai pas encore ressenti le besoin d'aller chercher autre chose. Sur Chaise Pliante 1, un son comme Moula, c'est un type beat qu'on a acheté à un quinri, je crois, ou un truc comme ça. Et je sais que le type beat, ça aurait été très compliqué de faire mieux. Et si demain j'ai un type de son que j'ai envie de faire et qui est pas forcément le type de son préféré de Medellin ou que juste on n'y arrive pas ensemble, go en fait, je vais bosser avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais tu vois, quand on dit on change pas une équipe qui gagne, le truc c'est que c'est vrai en fait. Parce que moi je considère que depuis 1 an, j'ai quand même l'impression d'avoir plus gagné que perdu. J'ai pas ressenti le besoin de
de changer. Mais tu vois, je bosse avec des gars. En fait, il y a toute une vague de petits compos là. Frère, ils ont entre 16 et 20 ans. Ils sont trop forts, mon frère. Ils sont sur YouTube. Ils font des type beats à longueur de journée. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tout compris au business. Tu vois, j'ai déjà commencé à bosser sur le 1 avec Isos Beats, qui était sur TVRF. Tout à fait, ouais. Et Qui lui est à fond sur YouTube aussi pour le tu coup. vois, voilà, bah ouais. Tu vois, Isos Beats, moi, en fait, je l'ai découvert sur YouTube. T'as déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure. Ton titre préféré sur cet album, sur cette mixtape, c'est Adieu mon amour. C'est entre ça et Cercle Vicieux, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas des titres de petits cons, tu vois. C'est le genre de titre que j'aurais aimé entendre quand j'avais 14-15 ans et que je me suis vraiment pris le rap français en pleine gueule, tu vois. C'est vraiment ce genre de titre-là que j'aimais écouter. Et c'est un peu la traduction de tout mon bagage musical et de tout ce que j'ai pu écouter, mais actualisé au goût du jour, tu vois. Ah, bien sûr. Tu vois. C'est des titres modernes musicalement. Voilà, c'est ça. Un péché de plus sur les épaules, faut que je rote mon front sur le sol. J'dis bismillah dès le réveil, je suis fier de moi, y'a que de l'eau dans mon revers. Je vois mes cornes pousser dans le reflet. Quand je fais écouter tout le projet au grand de chez moi, et qu'il y a Cercle Vicieux, ils sont comme as, frère, ils bug et tout, tu sais, ils sont comme as, et à la fin, ils me regardent, ils disent « Ah, ça c'est un vrai son, ça. » Tu vois, ça veut tout dire. Ça veut tout dire aussi quand ta daronne, elle t'appelle en larmes parce qu'elle a écouté Adieu mon amour, tu vois. Après, moi, ça me fait mal au cœur que ma musique procure ça à ma daronne. Mais ça veut aussi dire que le pari, il est réussi, parce que ça veut dire que je suis allé chercher au fond de moi-même des choses qui elles, peuvent la toucher parce qu'elle sait de quoi ça parle, tu vois. Frère, normalement, tu me poses et tu vas écouter le son direct, tu vois. Et tu reprends l'interview après. Bah, avant que vous ayez écouté le projet d'Attic, on va quand même parler un petit peu des morceaux de cet album dans la rubrique Les mots. Juste en face de toi, j'ai imprimé des bouts de lyrics de cette mixtape. Tu vas les tirer l'une après les autres, tu les lis à haute voix et on discute justement des mots que tu as choisis pour traiter certains thèmes sur ces morceaux-là. Jouer les bandits, il m'a jamais fait bander. Ils font les jaloux, ils disent que c'est moi qui ai changé. Je veux pas me faire avec l'argent de la CELRA comme les mosquées. Je veux qu'on parle de moi pour mon art comme les bosquets. C'est le morceau 2K qui est l'intro de Chaise Pliante 2. Exactement. Gaz de 2K dans la poche, comme tu dis, dans le refrain de ce morceau. Pourquoi tu as voulu ouvrir avec ce morceau en particulier? C'est toujours important, je pense, la manière dont on ouvre un projet, tu vois. Moi, et là, justement, ces mots, ça a sûrement du sens aussi d'ouvrir avec ça. En fait, moi, je suis un mec des albums, donc pour moi, une intro, c'est vraiment ultra important, tu vois. Et en fait, ce son-là, quand je l'ai fait, il se dégage un truc très dans l'air du temps, mais en même temps assez intemporel. Genre, c'est le genre de son où tout de suite, je me suis projeté en me disant, en vrai, ça, dans 10 ans, je peux l'écouter, ça va. Parce que le flow est pas ultra daté. Tu vois, c'est un flow qui est assez classique, on va dire. Et pour le propos, en fait, j'aime bien titiller là où on va pas m'attendre. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de rentrer en disant ça que de rentrer en disant le racisme c'est mal, tu vois. En fait, c'est à la fois piquer et rendre hommage. C'est quand je dis je veux pas me faire avec l'argent de la CELRA comme les mosquées. Ça veut dire en gros, bah regardez les frères, parce que là, en fait, là je tire à balles réelles parce qu'en fait c'est la vérité, on va pas se mentir, tu vois. Il y a vraiment des endroits où c'est comme ça. C'est loin d'être la majorité, mais ça existe dans les faits, tu vois. Mais je veux qu'on parle de moi pour mon art, comme les bosquets. C'est aussi une manière de rendre hommage à tout le travail de Lajli, etc., tu vois. Et je veux jamais être que sur une note négative ou que sur une note positive. J'essaie de tout le temps nuancer. Et autant il peut y avoir du mauvais dans le quartier, comme ce que je raconte sur les financements un peu obscurs de certains lieux de culte religieux, autant il y a du positif de ouf, frère. Quand tu vois ce que Lajli il arrive à faire, De ouf. avec des mamans qui font le catering, truc, tu vois. Enfin, moi, ça, pour moi, c'est ça, des exemples de réussite. C'est pas un mec qui va lever la main à la mosquée quand il y a Taraweh et qui va dire ouais, moi, je donne 10 000 euros. Mais frère, tu donnes 10 000 euros de quoi? Viens, on regarde d'où ça vient, tu vois. C'est juste une manière de dire ça. Après, je sais que c'est pas conformiste, mais à un moment donné, frère, c'est... Moi, de la même manière que moi, j'aime être piqué dans certains de mes agissements, dans certains de mes comportements, certaines de mes paroles, bah, j'aime bien piquer aussi, tu vois. T'as du métal, on a du métal, on a des tales, on a des tailles, rien que ça t'allume et toi tu détales. Je leur ai fait rien, je raconte que j'entends et ce que je vois parce que j'ai le souci du détail. La rue, qui est un morceau très fort, très intense, Merci. cette mixtape.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce truc de raconter la rue, quelque chose que tu as fait fréquemment depuis Chaise Pliante, mais il y a quelque chose de puissant dans ce morceau, il y a presque quelque chose d'un peu d'idéaliste. Le morceau, il peut être tellement mal interprété. Je raconte de manière des fois ultra précise des faits d'embrouille. D'ailleurs, c'est pas une embrouille en particulier, c'est plein d'embrouilles, tu vois. Quand je parle de trucs, ça c'est péta devant la mosquée. Du coup, ça demande pas ce qu'on fait, ça demande on arrose qui, tu vois. Ça, c'est pas forcément la même histoire que celle dont je parle de 2 mesures avant, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, on s'en fout. Dans la construction du morceau, quand tu écoutes le morceau, tu t'en fous, tu vois. Ça plante le décor, en fait. Ça plante le décor et c'est un décor général sur c'est quoi une embrouille en cité. Peu importe le département, peu importe l'endroit, c'est quoi une embrouille dans un quartier. Quand je parle de tout ça, c'est exactement ça que je dis en fait. C'est je glorifie rien, je raconte ce que j'entends, je raconte ce que je vois et ce que j'entends parce que j'ai le souci du détail. C'est-à-dire que je vais dans la précision pour que tu comprennes bien de quoi je parle et que tu vois exactement ce que c'est, que quelqu'un qui ne connaisse pas cet univers-là, parce que c'est facile pour un mec de quartier d'écouter ça et de dire « Ah, le Coran, il raconte des vrais trucs, il raconte des vrais trucs. Ah, t'as vu, voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. » Mais en vrai, pour un mec qui comprend pas, qui connaît pas cet univers-là, il écoute ça, il a pas forcément envie de s'encanailler. Juste, il se dit « Ah ouais, c'est ça. » J'ai pas pour ambition de véhiculer un message de haine, de me faire passer pour le plus gros bagarreur de la Terre, de faire passer les grands de mon quartier pour des Tony Montana en puissance, de faire passer les petits de mon quartier pour des Épéquignons en puissance. Parce qu'en fait, je sais c'est quoi les conséquences de tout ça. Et il n'y a même pas besoin de le dire en fait. Et tu parles des conséquences dans ce morceau. Tout le monde sait c'est quoi les conséquences. C'est ça qui est fort aussi dans ce morceau. Moi, ce que je parle dans ce morceau, là, ce que je raconte dans certaines précisions, c'est qu'en gros, il y a des mecs, tu peux traîner avec eux, et un jour, à un moment donné, vous allez vous embrouiller pour X ou Y raison, et tout s'oublie. Sauf que ça prend des proportions qui sont des fois démesurées de ouf, et qu'à un moment donné, si juste tu te poses et que tu prends du recul sur toi-même, tu t'extrais de ta situation, tu regardes bien, tu dis, mais attends, on fait n'importe quoi. Et autant il y a des histoires où ça serait comme ça et vas-y frère, enfin tu vois. Mais c'est jamais un truc à glorifier. Même s'il y a des fois où c'est peut-être plus justifié. Et encore, est-ce que c'est justifié de donner la mort à un mec pour 500 €, frère? Pour 100 €? Les mecs, ils se donnent la mort pour 100 € aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'à la fin, en fait, un peu en ironie, en fait, je dis ouais, c'est bien la rue. Ouais, la rue. Ah ouais, c'est bien la rue. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Bah réécoute le son si tu penses toujours que c'est bien là. Voilà. Très bien, on passe au suivant. Et t'étais pas là, non, quand j'étais en larmes. En sortant du j'aimerais que je recherchais mon âme. À trop danser dans le feu, tu t'en sors pas intact. Et j'ai peut-être un grand cœur, mais j'ai pas les actes. C'est un son qui parle de la foi, du rapport à la foi, ouais. Là, pour le coup, c'est quelque chose de personnel. Ah là, c'est ultra personnel. En fait, en gros, heureusement qu'il y a eu l'islam à un moment donné, tu vois. Et je dis pas ça en mode allez-y les gars, convertissez-vous, yes, c'est trop cool, tu vois. C'est pas du prosélytisme là, Non, c'est juste une expérience personnelle. C'est pas du prosélytisme. Chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Tu peux être la religion que tu veux, la couleur de peau que tu veux, la croyance que tu veux, l'orientation sexuelle que tu veux. Ça te définit pas pour moi en tant que personne. Pour moi. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi personnellement, je m'en bats les reins. Moi, dans ma vie à moi, heureusement que, tu vois, c'est fou, mais tu te dis quand tu vas être au plus mal, et plus mal, tranquille, hein, tu vois, j'ai pas vécu dans un coin d'Afrique où ils ont pas à manger ou à boire, tu vois. Mais t'as le droit d'avoir des moments où tu te sens pas bien dans ta vie. Et le fait de te dire que, bah ouais, en gros, t'as une errance sentimentale et t'es pas bien et tu sais pas trop à quoi t'accrocher et ça tombe pile à un moment donné où, bah, en plein ramadan, par exemple, et que du coup, bah, tous les soirs, en fait, tu vas à la mosquée et tous les soirs, tu sors de la mosquée et tu chiales ta mère, tu vois ou pas? Moi, j'aime raconter ces choses-là parce que je pense que ce que je raconte, c'est ultra personnel et moi, ça me fait du bien de le raconter. Mais je pense aussi que ça peut faire du bien à beaucoup de gens parce que si ça m'est arrivé à moi, bah, potentiellement, ça a pu arriver à d'autres gens aussi. Bien sûr. Tu sais, quand un homme, il dit qu'il pleure, c'est rarement bien vu, tu vois. Et ça, c'est une construction sociale. Ouais. C'est une construction sociale parce que des normes, des trucs, tu vois, enfin...
On va pas rentrer dans l'explication des constructions sociales, mais en gros, c'est vraiment ça. Et j'aime bien déconstruire ces choses-là parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qui permet de... Ok, tu vois, quand tu casses des barrières, tu peux voir ce qu'il y a derrière. Et ok, ouais, c'est un homme, il pleure. Ok, ouais. Pourquoi tu pleures? Parce que si tu sais pas qu'il pleure, tu vas pas lui demander pourquoi il pleure. Et ça se trouve, il y a des gens, des frères et des sœurs à nous, qu'on aurait pu écouter et aider, mais parce que c'est mal vu, donc du coup, ils en ont pas parlé, donc du coup, truc, tu vois. Et on va pas se mentir. Enfin, la dépression, c'est aussi beaucoup une construction sociale, le stress et tout, tu vois, machin. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment mal dans leur peau. Qui sont en détresse, bien sûr. Qui sont en détresse de ouf. Et peu importe la raison, en fait. Si t'es en détresse, il faut pas te dire genre, je peux pas en parler parce que c'est mal vu. Frère, moi, demain, je vais dans mon quartier en larmes. Il y a personne qui va me dire, vas-y, toi, mon frère, tu fais du cinéma. Parce que les gens qui t'aiment, ils vont te voir en larmes, ils vont se dire, wesh, il y a un truc, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça, en fait, que ça raconte. Mais pourtant, c'est un rapport à la fois qui se vit dans une intimité totale. C'est qu'à ce moment-là, je parle pas, tu vois. Pourtant, là, aujourd'hui, je peux en parler normal. Mais à ce moment-là, je parle pas. Et tu l'as bien raconté sur ce morceau. Ouais, merci. On passe à la suivante. Je suis un mec... Je suis un mec de la zone, un mec de la vraie vie, pas un mec de Twitter. Mes plus grands supporters parlent moins de moi que mes plus grands haters. C'est quel morceau? Suce ma bite, fils de pute, passe au check, on te fait la tête. C'est le morceau FDP, justement. Je suis un mec de la zone, un mec de la vraie vie, pas un mec de Twitter. Mes plus grands supporters parlent moins de moi que mes plus grands haters. En fait, c'est faussement rentre dedans. Ouais. C'est qu'en fait, c'est rentre dedans, mais avec un bélier en mousse. C'est, en Ouais, fait, parce qu'il y a un peu d'ironie, en fait. mais dans c'est ce morceau-là. grave de l'ironie. Ouais. En fait, tu sais pourquoi je l'ai appelé, FDP? Parce que je pense que c'est le mot préféré des gens de Twitter. Et donc du coup, moi, c'était juste une manière de prendre leur code et les retourner contre eux. Tu vois, quand je dis je suis un mec de la zone, un mec de la vraie vie, pas un mec de Twitter, fils de pute. Alors qu'en vrai, ils passent leur temps à dire ça. Et c'est juste, bah regardez, en fait, moi aussi, je peux le dire. Est-ce que t'as pas perdu un peu de temps parfois sur Twitter, Attic? Mais j'ai grave perdu du temps. Mais qu'est-ce que c'est bien Twitter des fois? En fait, Twitter, c'est de la merde. Twitter, c'est le McDo. Twitter, c'est le McDo. Tu sais que c'est de la merde, mais des fois, comment c'est kiffant d'en manger un. Et du coup, ça fait de temps en temps, t'as envie de te dire, putain, là, je resterais bien 2 heures sur mon téléphone à juste répondre à des gens qui pensent que du coup, toute ta journée est axée sur répondre à des gens de Twitter. Alors qu'en fait, frère, t'as pas compris. En fait, là, je suis sur la cuvette de mes toilettes, frère. Je suis en train de te répondre. Et en fait, dès que j'ai fini de yesh, je coupe Twitter et je te réponds plus de toute ma vie. Tout ça n'existe plus, quoi. En fait, ça n'existe plus. C'est une bulle. Et Twitter, ça peut être bien pour plein de choses, tu vois, pour les trucs, les alertes, les trucs comme ça et tout, parce que c'est ultra rapide. Mais après, Twitter, il y a des trucs où... En fait, il faut le prendre à la rigolade. Ouais. Moi, je le prends à la rigolade de ouf. Ça veut dire, il n'y a jamais un mec qui, sur Twitter, m'a blessé. Si je suis blessé par un mec de Twitter, frère, c'est que je suis faible. Genre, j'ai jamais vu un mec... En fait, une fois, c'est arrivé. Qu'un mec, tard les mecs de Twitter, ils viennent en vrai. Mais gros... Franchement, hein. Oh, il a eu grave de la chance, frère. Hein. Parce qu'en fait, j'allais le démarrer et en gros, ces mes gars, ils ont dit « Ah, vas-y, casse-toi, gros. » Parce que, tu sais, il est venu, ouais, truc, mais pourquoi t'as dit ça et tout? Ouais, c'est pas bien et tout. Et moi, j'ai dit « Attends. T'es en train de m'apprendre mon métier, là ?» Genre, en fait, j'attendais ce moment depuis très longtemps de croiser un mec comme ça de Twitter. Genre, dans la vraie vie, vas-y, explique-moi. C'est quoi le délire, tu vois? Genre, ah ouais, t'existes vraiment. Genre, t'as une vraie photo de profil. T'existes vraiment, comme sur ta photo de profil et tout. Ah, frère, ça y est. Ben, merci en tout cas de nous avoir parlé de tous ces mots de ton album. Maintenant, on va passer à une autre rubrique de cette interview. Ça s'appelle Le Son. Je vais te jouer un morceau que je crois tu aimes bien, qui a eu de l'importance dans ton parcours d'auditeur. Ouais. Je le joue et on en parle après. Encore une prise de bec avec ma mère, je fais le sourd, claque la porte pour oublier, je ricane avec mes potes, on t'appuie sur un bloc. Le visage plongé dans les étoiles, noyé dans ma gamberge, cherche une île, une berge ou au moins un bout de bois. Je me sens comme une bouteille à la mer, je vis le flot de la vie humaine, loin de tout, même de ma mère, la vie m'a offert. Donc ça c'est Soprano comme une bouteille à la mer, sur l'album Enfant de la Lune de Psychiatre de la Rime. Pourquoi ce morceau était important pour toi? Pour quelqu'un de mélancolique comme moi, Soprano c'est de
cocaïne pure, frère. Mélancolique anonyme, comme il disait. Ah, frère. C'est le rappeur mélancolique par excellence. Bon, c'est le meilleur, hein, tu vois. T'as B2O et le penchant, l'autre penchant. Le yin et le yang, quoi, un peu. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le yin et le yang, tu vois. Tu sais, avant, t'avais le truc de NTM IAM, tu vois, Paris-Marseille. Aujourd'hui, si tu dois faire l'analogie, tu vois, ce sera Booba Sopra, je pense, tu vois. Peut-être que dans 5 ans, on pourra faire Niska Jul, tu vois, je sais pas, mais Attic Jul. Merci Azan. Mais du coup, non, ça marche pas. Parce que du coup, vu que. Parce que toi, t'es plutôt influencé justement par Soprano. Vu que je suis Ben oui, grave bien marseillais sûr. dans le cœur, du coup, ça peut pas marcher. Mais bon, c'est pas grave. Par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le fait que ça te fait du bien en fait de rapper, c'est vrai qu'il y a une phrase dans ce morceau où il dit « Si tu penses que je dois avoir un psy, dis-toi que je n'ai que le rap comme divan ». J'imagine que toi, justement, quand t'entendais des morceaux comme ça, t'avais aussi peut-être ce rapport-là à la musique, c'est-à-dire que ça te faisait du bien d'entendre ce genre de Ça me morceaux. faisait quoi. du bien d'entendre, ça me fait du bien d'en faire depuis 12 ans maintenant. T'as déjà eu l'occasion de le rencontrer justement? En fait, je l'avais rencontré une fois il y a longtemps. C'était à l'after show d'un concert à l'Olympia de DC's. On s'était rencontrés et je lui avais dit en gros, bah merci quoi, tout simplement. Hein. Tu vas pas dire grand chose à Sopra quand tu le vois alors que tu l'as écouté toute ta vie, tu vas juste lui dire merci, tu vois. Et je l'ai revu là il y a quelques mois via son DJ Mej, son DJ historique, qui en fait a découvert ce que je fais et trouve ça cool, tu vois. Et donc on est en bon contact lui et moi et quand Sopra est venu faire son concert à l'U Arena, bah, quelques minutes avant de monter sur scène, je suis allé le voir dans sa loge et tout, tu vois. Et même après le concert, on a encore discuté et tout, et tu te dis mais frère, à quelle heure il a mon temps, lui, en fait, normalement, tu vois, genre, il y a 40 000 personnes dans la salle qui l'attendent, frère. Et l'autre, il est là, il m'accueille normal dans sa loge, tout gentil. C'est l'humain. C'est un humain, tu vois. Et de voir qu'il travaille avec toute sa famille, j'ai rencontré toute son équipe, tu vois, même Saros, tu vois. Il travaille dans son équipe, elle est trop gentille, frère. Naïma, tu vois. C'est que des trucs comme ça, donc... Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce morceau et de l'importance de Soprano dans ton parcours. Bah, de ouf. Dernière séquence de cette émission de l'interview carré. Les trucs, je vais te présenter des objets qui ont un sens pour toi. Et on va commencer avec une vidéo. Ah, ça, mon frère, c'est la meilleure série du monde. Donc là, c'est un extrait de Sons of Anarchy. Ouais, Ça, c'est la dans la saison meilleure 2, série je du crois. monde. Pourquoi? Là, je vais me transformer en attaché de presse pour la série Sons of Anarchy alors qu'elle est finie. En gros, Sons of Anarchy, c'est la montée en puissance en termes de jeu d'acting, qualité de réalisation et qualité du scénario et du montage qui est incroyable. Et l'importance que prend les personnages au fil de la série. C'est-à-dire que chaque personnage va pop-up au fil de la série et à un moment donné, quand tu vois le Jax tout jeune qui est un peu penaud, machin, qui roule des mécaniques, mais qui est un peu... Frère, le Jax à la fin, c'est un trompe-pas. Frère, de toute ma vie au cinéma, je n'ai jamais vu un truc raconté comme ça. C'est incroyable. La fin et tout, oh là là. Tu sais quoi? La tête de ma mère. J'aimerais tellement me retrouver dans une situation où j'oublie cette série. Et la redécouvrir. Et la redécouvrir. Et je la regarde avec mon tube de lubrifiant à côté, frère, tu vois. Pourtant, c'est tragique hein, comme série. Ouais, non, mais genre, ça me fait déban. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable comme série. Eh, gros, les gens, ils parlent de, les noces pour Game of Thrones, blablabla. Moi, Game of Thrones, j'aime beaucoup. Le moment Arya, là, à la fin, tac, tac, incroyable. Mais ils ont pas vu, c'est quoi la fin de la saison 3 où Jax il va en Irlande chercher son fils. Ça, c'est ouf, ça. Et il revient avec l'agent Stahl et tout. Oh, la vie de ma mère. Eh, gros, cette série, je l'ai vue au moins, je pense, 10 fois. Je crois que c'est dispo sur Netflix. Ouais. Et je crois que les gens, ils aiment beaucoup Netflix. Et ils ont tous Netflix. Et allez-y, la putain de vorace. Bon, tu parles de Jax, mais apparemment, ton personnage préféré, c'était plutôt Juice. Non? Non, mais en fait, je me demande d'où ça vient, cette info. Je sais pas, je te pose la question. Parce qu'apparemment, t'aimais bien aussi porter à peu près la même coupe de cheveux que Juice. Wesh. Attends. Est-ce que tu peux nous montrer cette photo?
Tiens, regarde, elle est belle la photo. Non, je la montre, je m'en bats les couilles. En gros, ouais, j'avais fait la crête de Juice. T'as quel âge là? Eh, tu sais, ça, c'est quoi ça, gros? À l'époque, j'étais un alcoolique de ouf. J'allais tout le temps, genre, dans des soirées maison, dans ma ville et tout. Et je teasais à mort. Genre, c'est moi qui ai la plus grosse descente de toute ma bande. C'est un concert qu'un pote à moi, il organisait des soirées où il louait la salle des fêtes, Zarma mariage. Et en fait, il faisait une soirée de ouf dedans. Mais en fait, la mairie, il a loué, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais gros, il invitait 1500 personnes. Et les 1500 personnes, c'était un bail d'alcool illimité. Et c'était les soirées de médecine, mais avant l'heure. Nous, on avait genre 17, 18 ans. Du coup, là, je crois, j'ai genre 19 ans, ou 18, 19 ans quand je fais ça. Et en fait, genre, dans cette soirée-là, je me rappelle, je regarde les gens, et il me dit, vas-y, viens rapper et tout, machin. Et je me rappelle, j'avais rappé sur Still Dre, de Dr. Dre. Je m'étais dit, il faut prendre un son que tout le monde connaît et tout, et tu poses un couplet dessus. J'ai dit aux gens, qui veut voir ce soir, regardez-moi et tout. Et la tête de ma mère, je fais quoi? Je prends les Red Cup, et je fais un Red Cup, genre, avec une quantité astronomique de rhum dedans. J'y sais pas assez, un deuxième, un troisième, je fais mon show, les gens ils sont comme des ouf parce qu'ils disent oh ouais la descente de ouf. Et c'était à l'époque où The Game il faisait ça à ses concerts. Il descendait des bouteilles cul sec. Tout à fait. Et donc moi j'étais clairement là-dedans, tu vois. Même j'avais un débardeur USA, tu vois. Donc c'était clairement dans ce truc de quinri. Eh gros, je suis descendu de la scène. J'ai fini aux toilettes, mon pote, directement. Je suis ressorti, j'ai ken une meuf direct. Après, j'étais grave content. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. La période la plus sombre de ma vie, c'est à ce moment-là. Tiens, je te laisse le tenir. Eh gros, je sais pas où t'es parti trouver ces trucs-là. Donc, c'est un roller, j'ai pas pu prendre la paire, ça prend de la place. Hein. Non, mais attends, mais qui t'a donné cette info-là? Donc, t'as fait du roller? Moi, j'ai fait beaucoup de roller quand j'étais petit. Ouais. Quand j'étais pré-ado. Enfin, depuis que je suis gamin jusqu'à milieu d'adolescence, quoi. Parce que mon daron faisait beaucoup de roller. Et donc, du coup, c'était l'occasion de faire quelque chose avec lui. Parce que mon daron, il est pas trop. Enfin, il était foot, mais pas trop au foot, tu vois. Et moi, je suis un ouf de foot, à la base. Quand j'ai voulu m'y remettre il y a 2-3 ans, je m'étais acheté des Genesis comme j'avais quand j'étais petit, tu vois. Et au bout de quelques semaines de roller, quand je reprenais un bon niveau, je me suis fracturé le rein. Ah merde. En fait, je me suis éclaté un rein, en fait, et j'ai fini aux urgences à pisser du sang et tout, donc j'ai dû... Je suis trop vieux pour ça. Bon, frère, maintenant j'ai une insuffisance rénale. À chaque début de Ramadan, je chiale ma race parce que je bois pas d'eau et que mon rein il me lance alors qu'il m'a jamais lancé de ma vie. Donc si je peux éviter de me blesser trop, ça m'arrange. Ouais. Aujourd'hui là, je suis dans une optique où je suis pressé d'avoir des enfants pour pouvoir faire du roller avec eux. Très bien. On reste dans le sport. Regarde le nom qu'il y a derrière. C'est Nyang. Nasri, pas. Mais gros, celui-là, je l'avais, je crois, en plus, ce maillot-là, exact, genre. Magnifique. Donc, t'es un supporter de l'OM. T'es un mec qui a grandi en Ile-de-France, mais qui supporte l'OM. Ouais, un des nombreux mecs qui ont grandi en Ile-de-France et qui supportent l'OM. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est l'histoire d'un mec qui a grandi avec l'amour de Ronaldinho. Ouais. Et quand il est en âge de comprendre c'est quoi le racisme, il se dit Ouais. Bah déjà, il n'y a plus Ronaldinho. Et puis, quand il est en âge de comprendre le racisme, il se dit c'est relou ce truc-là. Puis ma daronne, c'est une Renoir quand même. J'ai pas envie d'être dans un stade où ça fait des cris de singe ou des trucs, tu vois, des saluts nazis et tout. Relou. Putain, j'aime bien le rap Marseille. J'aime bien l'OM. J'aime bien les valeurs de la ville de Marseille. Ça a l'air cool. Vas-y. Hein. T'as Mamadou Niang en pointe, t'as Nasri en 10, t'as Habib Bey, t'as Tai Taiwo. Tu vois, moi, c'est ça, c'est ma génération. Il y a Behind the... Moi, je me rappelle le titre qu'on gagne en 2010. Je suis aux États-Unis. Et gros, j'écoute RMC en direct des États-Unis. Donc, il est il est 11h du mat, un truc comme ça. Sur mon téléphone. Et je chiale. Parole, j'ai chialé. Parole, j'ai pleuré. Je l'assume. Frère, mon sang, il est bleu. Il est bleu azuréen. Ouais. Allez, dernier objet. Une fiche de paye de mon ancien employeur. 1 200 €. Feuille d'impôt. Ah, frère, me parle pas de ça, là. Je suis en PLS déjà, j'essaye de pas y penser, là, cette année, ce qu'ils vont me faire. Désolé, non. Tu vas voir, c'est autre chose. Je vais pas te demander de le dire parce que c'est des choses qui sont de l'ordre de... Je dirais pas de l'intimité, mais en tout cas qui sont privées, quoi. Ah, les bâtards. Ah non. Putain, j'ai même pas le temps de répondre encore. C'est pas grave. Ça, c'est une lettre que t'as envoyée. Ça, c'est la première lettre que j'ai reçue. C'est tout frais. Hein. C'est genre tout frais. C'est une lettre que j'ai reçue au studio. Donc, je sais pas comment la personne qui m'a envoyé la lettre a pu avoir l'adresse du studio. C'est une lettre de fan, ouais. C'est une lettre d'une petite.
Et donc c'est la première que tu Bah, reçois. je vais lui répondre ici. Je vais pas lire la lettre parce que c'est privé et que ça ne regarde que toi et moi, Ambre. Mais sache, Ambre, ma copine, que tu es très gentille, que ça me fait très plaisir, que j'ai pas encore eu le temps de répondre à ta lettre parce que j'étais sur la fin de la mixtape et sur le début de la promo, donc malheureusement j'étais un petit peu pris par le temps et que je vais pas te répondre à la va-vite. Mais là, je le fais face cam parce que je trouve que c'est classe. Je te remercie et j'espère qu'on pourra très vite se voir à un concert, qu'on fera plein de photos ensemble et que tu apprécieras le concert et que tu apprécies chez Espion 2 et que tu continueras de me suivre. Et plein de gros bisous à toi, ma copine. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de recevoir sa première lettre de fan comme ça? Parce que j'imagine que ça t'arrive de recevoir des DM, mais ça doit être différent dans un truc manuscrit comme ça. C'est plus classe que de recevoir un cul, frère. Tu vois, Bien sûr. c'est beaucoup plus classe. La petite, elle doit avoir 12, 13 ans, peut-être plus, je sais pas, tu vois. Mais bon, après, vu comment elle écrit, je pense pas. Parce que c'est une écriture, tu sais, de jeune, quoi. De jeune, tu vois, et c'est grave mignon, frère. Mais je préfère 100 fois ça. Et la cité m'a dit encore, mes grands, mes petits m'ont dit encore. Merci Attic d'avoir été avec nous pour cette interview carrée. Merci à toi. Donc on le rappelle, Chespillon 2 vient de sortir. Il y a aussi des choses qui arrivent pour toi, notamment du live. Ouais, toute une tournée un peu partout en France. Je passe à Bruxelles. Parce qu'on dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. On dit Bruxelles, c'est important. Ouais. Je l'ai appris il y a pas longtemps, donc maintenant j'en joue. Je passe aussi en Suisse, Neuchâtel, Monté et Genève. Ça va être long. Bon, un nouveau défi pour toi, c'est bien. Ouais, de ouf. Bon, et ben en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut à tous.